Nous reportons sans cesse une tâche que nous devons accomplir dans notre vie. Bien que nous le sachions, bien que nous en comprenions l'importance, nous préférons nous distraire avec autre chose plutôt que de passer à l'action. Se lever tôt le matin, répondre aux emails, commencer un projet ou simplement passer un coup de téléphone deviennent des montagnes à nos yeux et sont repoussés avec le temps. En fin de compte, nous nous retrouvons face à notre retard, à nos responsabilités non remplies et à notre propre déception. L'habitude de procrastiner peut sembler, à première vue, être simplement un problème de gestion du temps. Mais en réalité, cette situation est l'expression d'une structure psychologique beaucoup plus profonde. Remettre à plus tard n'est souvent pas seulement de la paresse ou un manque de motivation. Certaines personnes sont très disciplinées, ont des objectifs solides et pourtant, elles ne peuvent pas s'empêcher de procrastiner. Parce que la procrastination est une réaction de l'esprit face à des états émotionnels difficiles à gérer. Lorsque nous procrastinons, nous préférons en réalité le soulagement à ce moment-là. Notre esprit se dirige vers un domaine plus sûr et familier plutôt que de faire face à une tâche difficile ou incertaine. Parfois, cela peut être une application de médias sociaux, parfois regarder une série, parfois se réfugier derrière une autre tâche. Cette sensation de soulagement à court terme entraîne à long terme plus de stress, un sentiment de culpabilité et une perte de confiance en soi. Avec le temps, notre confiance dans nos propres décisions s'érode. Alors, pourquoi remettons-nous à plus tard ? Ce n'est pas seulement parce que nous n'aimons pas le travail ou que nous nous ennuyons, mais aussi à cause de la peur de l'échec, du perfectionnisme, de l'évitement de l'incertitude que nous pouvons procrastiner. Certaines personnes ne peuvent pas commencer parce qu'elles veulent faire le travail qu'elles ont commencé de la meilleure façon possible. Parce que commencer implique le risque de faire face à l'insuffisance ou de ne pas répondre aux attentes. C'est un élément fondamental qui nourrit le cycle de la procrastination. Une autre raison courante est que les tâches prennent dans l'esprit une taille plus grande que leur taille réelle. La complexité d'une tâche ou la pensée qu'elle prendra beaucoup de temps rend le commencement difficile. Ces pensées se transforment avec le temps en anxiété et la personne commence à se sentir insuffisante. À ce stade, la procrastination entre en jeu comme une sorte de mécanisme de défense. Nous choisissons de ne pas le faire parce que si nous commençons, nous pensons peut-être que nous ne pourrons pas le faire. L'habitude de procrastiner n'affecte pas seulement notre vie personnelle, mais aussi nos relations, notre performance au travail et notre qualité de vie en général. Avec le temps, nous pouvons perdre la confiance de notre entourage, manquer des opportunités et rester en deçà de notre potentiel. Plus important encore, ne pas tenir les promesses que nous nous sommes faites se transforme en une déception intérieure. Cette situation affaiblit notre perception de nous-mêmes et réduit notre estime de soi. Notre esprit a tendance à privilégier les satisfactions à court terme au détriment des objectifs à long terme. La procrastination apparaît comme un résultat de cette tendance. Ne pas faire un travail crée une paix temporaire. Mais le prix de cette tranquillité est le stress intense, la panique et le sentiment de culpabilité qui seront ressentis plus tard. Ces émotions plantent les graines de la prochaine procrastination. Parce que plus nous nous sentons insuffisants, plus il devient difficile de commencer la tâche suivante. Cette habitude peut devenir chronique avec le temps. Le processus qui commence par le report de petites tâches entraîne également l'impossibilité de réaliser de grands objectifs. Nos rêves se transforment en une liste de tâches à accomplir et, tant qu'aucun pas concret n'est franchi, ils continuent de grandir dans notre esprit. En fin de compte, ce ne sont pas seulement les tâches qui sont reportées, mais la vie elle-même. Comprendre le comportement de procrastination est la première étape pour briser ce cycle, parce qu'il faut d'abord savoir pour quels besoins nous agissons de cette manière afin de changer un comportement. Cette habitude n'est souvent pas simplement un manque de discipline. Au contraire, c'est le résultat d'une discordance entre l'esprit et les émotions. La pression que nous ressentons intérieurement, la peur de l'échec ou la pensée de ne pas être assez bon nous poussent à l'immobilisme. Reporter, c'est une échappatoire émotionnelle. Nous vivons particulièrement à une époque où les responsabilités et les attentes augmentent. Dans un environnement où tout change rapidement et où l'on attend des résultats constants, l'esprit s'épuise. Et cette fatigue, parfois, fait paraître l'immobilité.
le report du travail comme une échappatoire. Cependant, ce n'est qu'une solution temporaire, parce que les tâches continuent d'attendre et chaque étape reportée augmente un peu plus la charge mentale. La prévalence de l'habitude de procrastiner montre à quel point ce phénomène est universel. Les gens de tous âges, de toute profession et de tout mode de vie expérimentent ce comportement. Parfois, les étudiants reportent leurs devoirs, parfois les employés un projet, parfois les parents une décision importante concernant leurs enfants. Les formes de la procrastination peuvent varier, mais les processus psychologiques sous-jacents sont souvent communs. Il est possible de se débarrasser de cette habitude. Mais pour cela, il est d'abord nécessaire de comprendre sa nature, ses facteurs déclencheurs et les mécanismes internes qui le maintiennent. Parce que les comportements, lorsqu'ils sont considérés avec les pensées et les émotions qui les nourrissent, peuvent être modifiés de manière permanente. La procrastination en fait également partie. Bien que cela puisse sembler être un simple problème de timing en surface, c'est en réalité le reflet d'un déséquilibre mental et émotionnel. C'est pourquoi abandonner l'habitude de procrastiner ne concerne pas seulement l'augmentation de la productivité. Cela concerne également la réparation de la relation que la personne entretient avec elle-même, la reconstruction de son lien avec ses objectifs et le développement de sa confiance intérieure. Faire un travail à temps, ce n'est pas seulement rester fidèle au plan. Cela signifie également tenir les promesses que tu te fais, construire une discipline intérieure et ne pas remettre la vie à plus tard. Dans ce chapitre, nous avons vu que la procrastination n'est pas seulement un comportement, mais aussi un schéma de pensée et d'émotion. Maintenant, nous allons entreprendre une exploration approfondie pour comprendre comment ce schéma fonctionne et comment nous pouvons le transformer. L'habitude de procrastiner semble souvent être un problème de discipline en surface. Cependant, en regardant la question de manière plus approfondie, nous réalisons que ce comportement repose sur des bases psychologiques solides. La procrastination n'est pas seulement le fait de ne pas gérer son temps, mais aussi de ne pas gérer ses émotions. Parce que la plupart du temps, ce qui nous pousse à procrastiner n'est pas la tâche elle-même, mais nos sentiments à son égard. L'esprit humain a une structure complexe. Derrière chaque décision, de nombreux processus conscients et inconscients se mettent en marche. Ne pas faire un travail ou le remettre à plus tard se transforme souvent en un choix émotionnel sans même s'en rendre compte. Par exemple, lorsque nous nous asseyons devant l'ordinateur pour rédiger un rapport, nous pouvons soudainement ressentir l'envie de naviguer sur les réseaux sociaux. Cette situation est davantage influencée par notre état émotionnel du moment que par une décision consciente de notre esprit. L'une des principales raisons psychologiques de la procrastination est l'évitement. Le comportement d'évitement est une réponse naturelle développée par l'esprit humain pour se distancer d'une situation contraignante, stressante ou menaçante. Notre esprit, lorsqu'il est confronté à des situations dérangeantes, préfère s'en éloigner comme solution à court terme. Cependant, bien que cette évasion soit apaisante, à long terme, elle aggrave encore le problème. La peur de l'échec est également un puissant facteur qui cause la procrastination. Lorsqu'une personne commence une tâche, elle pense à la manière dont un éventuel échec pourrait l'affecter. Cette pensée devient si dominante que la personne choisit de ne pas commencer, parce que faire face à la possibilité d'échouer mentalement semble plus difficile que de faire le travail. Cette situation est particulièrement fréquente chez les individus ayant une faible confiance en soi. Un esprit qui doute de sa propre compétence invente diverses excuses pour ne pas agir et finit par y croire avec le temps. Une autre raison fondamentale est le perfectionnisme. Les individus perfectionnistes souhaitent faire un travail de la meilleure manière possible. Cependant, cette haute attente rend souvent le commencement difficile. Parce que la pensée qui se forme dans l'esprit est la suivante. Et si ce n'est pas aussi bon que je le souhaite ? Cette pensée retarde le commencement. Choisir de ne rien faire plutôt que de faire un travail imparfait semble plus sûr pour l'esprit. Cependant, ce sentiment de sécurité cède la place à la frustration et à la perte de productivité à long terme. Un autre processus psychologique sous-jacent à la procrastination est la tendance à rechercher le plaisir immédiat. L'esprit humain, par nature, accorde plus de valeur aux récompenses à court terme qu'aux objectifs à long terme.
Cette situation est un sujet fréquemment étudié en psychologie cognitive. Faire une tâche immédiatement est pénible et nécessite des efforts. Cependant, naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou grignoter quelque chose procure un plaisir instantané. L'esprit préfère s'éloigner de la tâche car il peut atteindre ce plaisir plus facilement. Cette situation alimente également le comportement de procrastination. La fatigue mentale est également un facteur important qui déclenche la procrastination. L'esprit doit constamment prendre des décisions, gérer son attention et faire face aux stimuli du monde extérieur tout au long de la journée. Toutes ces activités cognitives épuisent progressivement l'énergie mentale. Ce sentiment d'épuisement fait que les tâches semblent plus grandes et plus épuisantes aux yeux de l'individu. Lorsque les ressources mentales diminuent, la personne a tendance à éviter les tâches exigeantes. Le manque de motivation est également souvent considéré comme une raison de la procrastination. Cependant, la motivation est souvent un concept mal compris. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent d'abord ressentir une forte motivation pour passer à l'action. Cependant, la vérité est la suivante. La motivation se crée souvent après avoir agi. S'asseoir pour faire un travail, prendre la décision mentale de commencer, apporte la motivation par la suite. Donc il faut d'abord agir, puis se motiver. Tant que cette prise de conscience n'est pas acquise, la personne n'agira pas tant que la motivation ne viendra pas, ce qui entraîne un cycle de procrastination constant. Une autre source psychologique fondamentale de la procrastination est la perception du temps. L'esprit humain ne peut pas mesurer le temps de manière objective. Il perçoit les périodes futures comme étant plus longues qu'elles ne le sont réellement, et le moment présent comme étant plus court et précieux. Cela conduit à une distorsion de ce type. De toute façon, j'ai le temps. Cette pensée conduit à reporter les tâches. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, bien que la taille de la tâche ne change pas, la pression sur la personne augmente. Parce que sans être mentalement préparé, réaliser que le temps est écoulé crée de la panique. Cette panique empêche également de travailler efficacement. Chez certains individus, le comportement de procrastination peut également apparaître comme la continuation de certains schémas psychologiques formés pendant l'enfance. Par exemple, chez les individus constamment critiqués ou dont les réussites ne sont pas reconnues, le sentiment d'insuffisance peut se développer dès le jeune âge. Une personne qui grandit avec ce sentiment peut percevoir chaque tâche qui lui est assignée à l'âge adulte comme une menace. L'esprit utilise la procrastination comme un mécanisme de défense pour repousser cette menace. Ainsi, même si la personne est critiquée pour un travail non accompli, elle a tendance à le voir non pas comme une insuffisance personnelle, mais comme une erreur de timing. De plus, chez certaines personnes, un comportement de procrastination qui se développe en réaction à l'autorité peut également être observé. En particulier, cette situation est courante chez les individus qui agissent principalement par motivation externe, c'est-à-dire ceux qui prennent des responsabilités uniquement pour répondre aux attentes des autres. L'esprit montre de la résistance et se détourne de la tâche dès qu'il ressent de la pression. Ce n'est pas une révolte consciente, mais plutôt une réaction défensive intérieure. Dans de telles situations, la personne a du mal à établir un lien avec la tâche car elle ne peut pas prendre ses propres décisions ni choisir ses propres objectifs. Cette rupture prépare le terrain pour la procrastination. Le report est parfois une conséquence indirecte d'expériences traumatiques. Les échecs, les rejets ou les mépris vécus dans le passé laissent des traces dans le monde mental de la personne. Ces traces deviennent à nouveau actives lorsque la possibilité de vivre une situation similaire se présente. La personne, même si elle n'en est pas consciente, son esprit se défend en se rappelant l'expérience douloureuse du passé. Cela conduit à un évitement de la tâche, c'est-à-dire à la procrastination. Tous ces fondements psychologiques montrent que la procrastination n'est pas seulement un problème comportemental. En profondeur, c'est une situation qui résulte de la convergence de processus émotionnels, cognitifs et même développementaux. Par conséquent, la solution ne doit pas être superficielle mais multidimensionnelle. La personne doit d'abord reconnaître ses propres tendances mentales et identifier les schémas de pensée qui conduisent à la procrastination. Cette prise de conscience est la première étape du changement.
Lorsque vous reportez une tâche, vous devez vous demander non seulement ce que vous faites, mais aussi pourquoi vous le faites. Quelle émotion fuyez-vous? Quelle pensée vous bloque? Quelle attente vous met-elle sous pression? Les réponses honnêtes à ces questions vous aideront à comprendre la base de l'habitude de procrastination. Prendre conscience des fondements psychologiques de la procrastination est la première étape pour transformer cette habitude. Parce que si nous voulons changer un comportement, nous devons d'abord en comprendre la raison. Cette compréhension signifie la reconquête de la force intérieure. L'esprit développe plus facilement ses compétences pour faire face à une situation lorsqu'il sait à quoi il est confronté. Remettre à plus tard est un choix, mais souvent ce choix est fait sans en être conscient. Lorsque la conscience entre en jeu, ce cycle peut être brisé. L'habitude de procrastiner peut sembler inoffensive à première vue. Dans le rythme de la vie quotidienne, il est parfois perçu comme un comportement ordinaire de remettre nos tâches à plus tard. Cependant, lorsque cette habitude devient régulière, elle entraîne de nombreuses conséquences négatives à court et à long terme. Remettre à plus tard ne signifie pas seulement que les tâches ne sont pas faites à temps. En même temps, cela cause des dommages importants sur le plan mental, émotionnel et physique. Ces dommages s'accumulent avec le temps et réduisent considérablement la qualité de vie de la personne. Le plus grand dommage est la perturbation de la gestion du temps. Une personne qui procrastine a du mal à planifier sa journée de manière efficace. Les tâches à accomplir s'accumulent, s'entassent avec le temps, et cette situation crée davantage de stress. Au départ, une tâche qui semble petite grandit dans l'esprit avec le temps et crée une pression intérieure. Avec le temps, cette pression distrait l'attention de la personne, affaiblit sa capacité de concentration et réduit sa productivité générale. Ainsi, la personne commence à vivre avec une productivité bien en dessous de son potentiel. La procrastination est l'une des principales sources de stress chronique. Le report constant d'une tâche à accomplir crée un sentiment d'inachèvement dans l'esprit de la personne. Ce sentiment fait que le cerveau est constamment occupé par cette tâche. L'esprit déborde de la tension créée par le fait de ne pas avoir terminé cette tâche. Cette situation se manifeste au bout d'un certain temps par des symptômes tels que l'agitation, la tension et l'insomnie. Parce qu'une partie du cerveau reste constamment en alerte à cause des tâches non accomplies. Cette situation augmente également la fatigue mentale. Un autre dommage sérieux est la détérioration de la confiance en soi. Lorsqu'une personne procrastine, elle ne tient pas la promesse qu'elle s'est faite. Cette situation érode la confiance intérieure avec le temps, parce que la personne commence à ne plus avoir confiance en elle pour appliquer ses propres décisions. Ne pas pouvoir faire quelque chose qu'il avait prévu d'accomplir augmente le sentiment d'inadéquation. Ce sentiment conduit à de nouveaux reports, et ce cercle vicieux épuise un peu plus la force intérieure à chaque fois. L'individu dont la confiance en soi diminue perd également son courage pour fixer de nouveaux objectifs. La procrastination augmente également le niveau d'anxiété. Les délais de livraison imminents, les projets inachevés ou les responsabilités retardées provoquent une anxiété intense chez la personne. Cette anxiété n'est généralement pas une peur réaliste, mais une pression mentale résultant de l'accumulation des tâches reportées. Le fait que l'esprit soit constamment occupé par ces tâches rend difficile la concentration sur d'autres travaux. Lorsqu'une personne se sent constamment en retard, elle finit par éprouver des fluctuations d'humeur avec le temps. Cela réduit également la fonctionnalité. Les effets néfastes de la procrastination ne se limitent pas seulement au niveau mental. Il peut également avoir des effets négatifs sur la santé physique. Un corps constamment sous stress affaiblit le système immunitaire. La qualité du sommeil diminue, les habitudes alimentaires se dérèglent et une baisse d'énergie est observée. Chez certaines personnes, le stress causé par la procrastination peut se manifester par des symptômes physiques. Des symptômes tels que des maux de tête, des troubles gastriques et des tensions musculaires sont les manifestations physiques du cycle de la procrastination. Le report affecte également négativement les relations sociales. Le non-respect des promesses, les tâches non effectuées à temps ou les rencontres reportées entraînent une perte de confiance dans les relations. Les gens ont du mal à travailler ou à communiquer avec quelqu'un qui remet toujours tout à plus tard. Parce que tant que les attentes ne sont pas satisfaites, la confiance diminue. Cette situation peut entraîner des conflits
tant dans les relations personnelles que professionnelles. L'individu qui procrastine constamment s'éloigne de son entourage ou se retrouve isolé avec le temps. Cette solitude peut également alimenter un sentiment de culpabilité. L'habitude de procrastiner entrave également le développement de carrière à long terme. Ne pas terminer un projet, ne pas saisir une opportunité à temps ou retarder constamment ses tâches rend difficile la progression d'une personne dans sa carrière. Les gestionnaires ou les collègues hésitent à confier des responsabilités à une personne qui a tendance à procrastiner. Cela nuit également à la réputation professionnelle de la personne. De plus, la personne manque des occasions de réaliser son potentiel. Ces occasions manquées se transforment avec le temps en un regret. Un autre effet à long terme de la procrastination est l'accumulation de la déception. La personne porte dans son esprit le poids de chaque tâche qu'elle n'a pas accomplie. Chaque objectif reporté crée un sentiment d'échec chez la personne. Cette situation réduit la motivation avec le temps. La personne a du mal à fixer de nouveaux objectifs car elle n'a pas réussi dans ses tentatives précédentes. Cela affecte également ses projets futurs. À mesure que le comportement de procrastination se poursuit, la personne peut même s'éloigner de rêver. Les rêves commencent à sembler trop éloignés pour devenir réalité. Reporter sans cesse peut empêcher une personne de prendre la responsabilité de sa propre vie. Prendre des responsabilités signifie prendre des décisions et les assumer. Cependant, l'habitude de procrastiner perturbe ce processus. La personne prend une décision mais ne passe pas à l'action. Cela conduit à un mode de vie passif avec le temps. Le contrôle de la vie est laissé à des facteurs externes. La personne commence à agir non pas selon ses propres décisions, mais selon les attentes des autres. Cela constitue un obstacle sérieux au développement personnel. Le comportement de procrastination affaiblit parfois la capacité d'une personne à gérer sa propre vie. Lorsqu'il y a constamment des tâches inachevées dans son esprit, l'individu a du mal à rester présent. Il est coincé entre les retards passés et les tâches à accomplir dans le futur. Cet état de blocage devient un fardeau mental. Ce fardeau diminue la créativité. La personne a du mal à créer de nouvelles choses car son esprit est constamment occupé par des tâches inachevées du passé. Cependant, la procrastination diminue également l'estime de soi de la personne. L'estime de soi est liée à la valeur que la personne se donne. Lorsqu'une personne ne parvient pas à réaliser ses objectifs, son estime de soi diminue. Cela entraîne également un comportement de procrastination accru. Parce que lorsque la personne perd la foi en sa capacité à réussir, elle ne ressent plus le désir de commencer. Ce manque de foi intérieure crée une insatisfaction générale dans la vie de la personne. Un autre inconvénient de la procrastination est qu'elle devient une habitude. Un comportement devient permanent à mesure qu'il est répété. La procrastination est aussi un comportement, et lorsqu'elle est répétée constamment, le cerveau l'automatise. Ainsi, la personne finit par reporter chaque tâche sans s'en rendre compte. Tant que cette habitude ne change pas, tous les domaines de la vie de la personne sont affectés. Le développement personnel, les relations, la vie professionnelle et la santé, qui sont des domaines fondamentaux, souffrent de cette habitude. Lorsque tous ces dommages sont réunis, il devient plus clair de comprendre à quel point la procrastination peut avoir des conséquences graves. Ce n'est pas seulement le fait de retarder une tâche, mais aussi une situation qui affecte la santé mentale, l'équilibre émotionnel, le bien-être physique et la qualité de vie en général. C'est pourquoi il est d'une grande importance de faire face à l'habitude de procrastiner et de la transformer. Les effets négatifs de la procrastination s'accumulent avec le temps. Cependant, cette situation est modifiable. Tout d'abord, être conscient des dommages causés par cette habitude est la première étape du changement. Lorsqu'une personne prend conscience de ce qu'elle manque dans sa vie, elle développe une motivation intérieure pour le changement. Cette motivation est une source puissante pour transformer le comportement. En conclusion, bien que la procrastination offre un soulagement à court terme, elle cause des dommages profonds et étendus à long terme. Reporter la vie, c'est en réalité retarder de vivre. C'est pourquoi faire face à l'habitude de procrastiner, ce n'est pas seulement augmenter la productivité, mais aussi assumer des responsabilités envers soi-même et envers la vie. L'habitude de procrastiner ne se manifeste pas de la même manière chez chaque individu. Certaines personnes ne font rien jusqu'à la dernière minute,
tandis que d'autres sont occupés toute la journée avec de nombreuses tâches, mais la tâche principale n'est jamais accomplie. Certains font constamment des plans, mais ne mettent jamais aucun d'eux en pratique. Ces différences proviennent de la diversité des types de procrastination, ainsi que des structures de personnalité. Pour mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes à la procrastination, il est important de distinguer ces types et les traits de personnalité qui les alimentent. L'un des types de procrastination les plus courants est la procrastination évitante. Dans ce type, l'individu procrastine la tâche pour éviter l'anxiété qu'elle génère ou les résultats négatifs possibles. La peur de l'échec, l'inquiétude face à la critique ou le sentiment d'inadéquation constituent la base de ce type. Les personnes évitantes sont généralement des individus ayant une faible confiance en soi. Ils peuvent avoir des attentes élevées envers eux-mêmes, mais la possibilité d'échouer face à ces attentes les arrête. En conséquence, ne jamais commencer la tâche ou se distraire constamment avec d'autres choses devient un mécanisme de défense. Un autre type de procrastinateur est celui qui procrastine. Dans ce type, la personne préfère laisser l'excitation et la pression jusqu'à la dernière minute. Ils croient qu'ils travaillent mieux sous pression et remettent constamment les choses à la dernière minute. Ces personnes sont généralement des individus qui ont besoin de stimulation élevée. Le procrastination est ici un choix conscient. La personne ne remet pas la tâche à la dernière minute parce qu'elle ne veut pas la faire, mais parce qu'elle se sent plus productive sous pression. Cependant, cette croyance est souvent trompeuse. Parce que le stress causé par la pression du temps peut entraîner des erreurs, au lieu d'augmenter la productivité. Le report dû à l'indécision provient de l'incapacité de la personne à faire un choix. Ces individus se retrouvent coincés entre de nombreuses options. Ils ne peuvent pas clarifier ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire ou quand ils doivent le faire. Ils font constamment des plans, proposent des alternatives, mais ne peuvent pas passer à l'action. Cette situation est particulièrement fréquente chez les individus ayant une personnalité perfectionniste. Ne pas prendre de décision pour prendre la meilleure décision occupe constamment l'esprit et entraîne une perte de temps. À mesure que la fatigue mentale augmente, il devient de plus en plus difficile de prendre des décisions. Certaines personnes ont tendance à procrastiner en raison de leur manque de concentration. Dans ce type de procrastination, la personne commence une tâche mais éprouve des difficultés à se concentrer. Il se laisse facilement distraire par les stimuli externes. Les notifications de téléphone, les réseaux sociaux, le bruit ambiant, ces éléments perturbent constamment l'esprit de ces personnes. Ce type de procrastination est particulièrement répandu chez les individus ayant des troubles de l'attention ou étant très sensibles au monde extérieur. La personne souhaite commencer sa tâche, mais elle est constamment interrompue, ce qui fait que la tâche reste inachevée ou est reportée. C'est un autre type de procrastination passive. Dans ce type, la personne ne veut pas accomplir les tâches, mais ne les refuse pas non plus clairement. Il reporte les tâches en les ignorant ou en agissant comme si elles n'étaient pas importantes. Ce comportement découle généralement d'une résistance intérieure. La personne n'aime pas être contrôlée ou développe une réaction intérieure contre l'autorité. Cette réaction ne se manifeste pas sous la forme d'un sabotage conscient des tâches, mais plutôt comme une résistance silencieuse. Ce type de procrastination peut sembler être de l'indifférence de l'extérieur, mais il peut être sous-tendu par des émotions réprimées et des problèmes de communication. Le report actif est une forme de report plus planifié. La personne procrastine délibérément la tâche car elle préfère d'abord terminer d'autres tâches. Ces individus souhaitent généralement utiliser leur temps de manière efficace, mais ils prennent des décisions stratégiques plutôt qu'émotionnelles lorsqu'il s'agit de fixer des priorités. Cependant, ce type de procrastination peut entraîner le report constant des tâches importantes et, avec le temps, leur oubli. Ces personnes se sentent très occupées, mais elles peuvent ignorer les tâches essentielles à accomplir. Les types de procrastination sont également étroitement liés aux traits de personnalité. Certaines personnes ont naturellement du mal à passer à l'action, tandis que d'autres ont tendance à procrastiner parce qu'elles ne peuvent pas gérer leurs émotions. À ce stade, se référer au modèle des 5 grands traits de personnalité peut nous aider à comprendre ces tendances. La première caractéristique est le sens des responsabilités.
Les individus ayant un haut niveau de cette caractéristique sont planifiés, organisés et axés sur les tâches. Ils ont une faible tendance à la procrastination. Cependant, les individus ayant un faible sens des responsabilités ont du mal à planifier, ne peuvent pas classer les tâches par ordre d'importance et sont plus enclins à procrastiner. La deuxième caractéristique de la personnalité est le névrosisme. Cette caractéristique est liée à la stabilité émotionnelle. Les individus ayant des tendances névrotiques élevées sont plus anxieux, préoccupés et sujets au doute de soi. Cela augmente leur tendance à procrastiner. En particulier, la procrastination évitante est fréquente chez les individus ayant une forte peur de l'échec. La troisième caractéristique est l'extraversion. Les individus extravertis peuvent être ouverts aux interactions sociales et énergiques. Cependant, en raison d'un engagement social excessif, ils peuvent procrastiner leurs tâches. D'autre part, bien que les individus introvertis soient moins exposés aux distractions, ils peuvent s'éloigner des tâches en raison d'un manque de motivation. La quatrième caractéristique est l'ouverture à l'expérience. Les individus ayant une grande ouverture à la créativité et à l'innovation peuvent trouver les tâches routinières ennuyeuses et les remettre à plus tard. Ces personnes peuvent être motivées par des projets intéressants, mais elles remettent constamment à plus tard les tâches monotones. La cinquième et dernière caractéristique est la compatibilité. Les individus ayant un haut niveau de cette caractéristique sont sensibles aux attentes des autres et ont tendance à accomplir leurs tâches avec un sens des responsabilités sociales. Cependant, leur tendance à éviter les conflits peut les amener à reléguer leurs propres tâches au second plan. Toutes ces caractéristiques de personnalité influencent la manière dont le comportement de procrastination d'un individu se forme. Par exemple, un individu perfectionniste peut procrastiner lorsqu'il pense qu'il ne pourra pas faire de son mieux. Une personne ayant une forte anxiété ne peut pas commencer une tâche parce qu'elle a peur de faire des erreurs. Une personne sensible aux stimuli externes peut avoir du mal à se concentrer sur la tâche. Ces différences montrent qu'il existe des raisons de procrastination spécifiques à chaque individu. C'est pourquoi quelqu'un qui souhaite changer son habitude de procrastination doit d'abord prendre conscience de son type de procrastination et de ses tendances personnelles. Certaines personnes peuvent cependant présenter plusieurs types de procrastination en même temps. Par exemple, ils peuvent être à la fois évitants et sujets à la distraction. Dans de tels cas, le cycle de la procrastination devient plus complexe. La personne a du mal à comprendre pourquoi elle procrastine, car différentes raisons se mélangent. Dans de telles situations, des méthodes telles que les travaux de pleine conscience, la tenue d'un journal et les techniques de suivi des pensées peuvent aider l'individu à comprendre ses propres processus internes. Les traits de personnalité, bien qu'ils soient des tendances innées, peuvent se développer et changer avec le temps. Par conséquent, une personne ayant une forte tendance à procrastiner peut transformer ce comportement avec les bonnes stratégies. Cependant, la première étape de cette transformation est toujours la prise de conscience et la connaissance de soi. Tant que le type de procrastination et les traits de personnalité qui alimentent ce comportement ne sont pas compris, le comportement ne changera pas de manière permanente. En conclusion, la procrastination n'est pas un simple comportement causé par une seule raison. C'est un processus complexe, avec différents types, étroitement liés à la personnalité. Comprendre ce processus aide à la fois l'individu à découvrir ses propres habitudes et à trouver des solutions. Parce que ce n'est qu'en sachant à quoi nous sommes confrontés que nous avons le pouvoir de le changer. La première et la plus importante étape pour changer l'habitude de procrastiner est de prendre conscience de ce comportement. Parce que nous ne pouvons pas le changer sans comprendre pourquoi nous le faisons. Pour pouvoir comprendre l'origine d'un comportement, il faut l'observer de l'extérieur, de manière objective. La pleine conscience exprime exactement ce processus. C'est la prise de conscience des réactions, des habitudes et des schémas de pensée devenus automatiques. La pleine conscience sort l'esprit du mode pilote automatique et permet à la personne de prendre la responsabilité de ses propres comportements. La pleine conscience n'est pas seulement d'être conscient du comportement. En même temps, il s'agit également de reconnaître les pensées, les émotions et les conditions environnementales qui déclenchent ce comportement. Le comportement de procrastination se produit souvent de manière automatique. Nous reportons une tâche,
mais nous ne réfléchissons pas à la raison pour laquelle nous la reportons à ce moment-là. Parce que ce comportement est devenu une habitude. Nous prenons de nombreuses petites décisions au cours de la journée sans en être conscients. C'est ainsi que la pleine conscience commence par prendre conscience de cet état d'inconscience. Pensez à un moment que vous avez reporté. Vous aviez quelque chose à faire, mais vous étiez occupé par autre chose. À ce stade, vous devez vous poser les questions suivantes. Que pensais-je à ce moment-là? Quelle émotion ressentais-je? De quoi avais-je peur? Que me suis-je dit? Lorsque vous répondez sincèrement à ces questions, vous commencez à voir les processus mentaux et émotionnels sous-jacents au comportement. Ce processus est une analyse. La conscience et l'analyse travaillent ensemble. La conscience révèle l'existence du comportement. L'analyse, quant à elle, nous permet de comprendre les raisons de ce comportement. Ces deux étapes sont en fait les pierres angulaires du changement comportemental, parce que le comportement de surface reflète souvent un résultat. La véritable raison est plus profonde. Par exemple, la raison de procrastiner une tâche ne peut pas être seulement que vous ne l'aimez pas. Peut-être avez-vous peur de l'échec. Ou peut-être avez-vous eu une mauvaise expérience avec ce travail dans le passé. Peut-être qu'un conflit avec la personne qui vous a rappelé que vous deviez faire ce travail l'a rendu négatif dans votre esprit. C'est pourquoi la conscience est un processus non seulement mental, mais aussi émotionnel. Les émotions dirigent les comportements. Cependant, la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ces émotions. Nous nous sentons réticents ou fatigués, mais nous ne réfléchissons pas à la source de ce sentiment. Cependant, ce sentiment est le résultat d'une interprétation mentale. Lorsque votre esprit étiquette une tâche comme difficile, ennuyeuse, complexe ou risquée, le corps réagit en conséquence. Le comportement de procrastination est également l'expression de cette réaction. Pour mieux gérer ce processus, il est nécessaire de développer une pratique d'observation attentive. Cela peut être fait en tenant un journal ou en enregistrant de courtes réflexions. Écrire les moments que vous avez remis à plus tard pendant la journée vous aide à voir comment fonctionne votre esprit. Il est important de noter ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez et ce que vous faisiez dans ces écrits. Cet exercice simple renforce le muscle de la conscience. Avec le temps, vous devenez capable de reconnaître le comportement de procrastination plus tôt. Une autre méthode efficace consiste à reconnaître les déclencheurs. Le comportement de procrastination apparaît généralement en association avec certaines situations. Ces situations sont appelées déclencheurs. Par exemple, si lorsque vous êtes devant l'ordinateur, vous vous occupez des réseaux sociaux plutôt que des emails, cela constitue un déclencheur. Ou bien, en regardant votre liste de tâches, la pensée. C'est trop difficile qui surgit dans votre esprit peut également être un déclencheur. En reconnaissant ces déclencheurs, il devient possible de couper le chemin vers le comportement. À l'étape de l'analyse, il est également très important de reconnaître les schémas de pensée. Il y a certains schémas que l'esprit utilise fréquemment. Ce sont généralement des pensées automatiques. Par exemple, « Je ne vais pas le faire assez bien »,« J'ai le temps, je le ferai plus tard »,« Je ne suis pas d'humeur maintenant »,« Je me sentirai mieux plus tard », sont des pensées qui orientent le comportement. Remettre en question la véracité de ces pensées approfondit le processus de prise de conscience. Tout ce que votre esprit dit n'est pas nécessairement vrai. Lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez prendre du recul par rapport à vos pensées. La tendance naturelle de l'esprit est d'éviter ce qui est difficile et de se tourner vers ce qui est facile. Cette tendance était utile pour la survie évolutive. Cependant, de nos jours, cette tendance peut devenir un obstacle à nos objectifs personnels. Grâce à la pleine conscience, nous pouvons voir ces tendances automatiques et faire des choix plus conscients à leur égard. Le processus d'analyse est l'étape de transformation de la prise de conscience en action. Vous devez tirer des conclusions spécifiques en utilisant les données que vous avez obtenues concernant votre habitude de procrastination. Quelle tâche procrastinez-vous le plus? Quelles émotions déclenchent ce comportement? Quelles pensées vous en empêchent? Les réponses à ces questions vous aident à créer une carte comportementale personnelle. Cette carte montre dans quel domaine un changement est nécessaire. De plus, le processus d'analyse ne doit pas seulement inclure les comportements négatifs, mais aussi les schémas positifs. À quel moment avez-vous travaillé de manière plus efficace?
Dans quelles conditions avez-vous terminé vos tâches à temps? Quelles pensées et émotions vous ont motivé? Analyser ce type de données positives constitue une base pour les comportements futurs. Parce que reconnaître des exemples réussis renforce la confiance intérieure. La prise de conscience et l'analyse ne se limitent pas seulement à l'individu, mais englobent également les conditions environnementales. Le comportement de procrastination est parfois lié à des aménagements environnementaux. Votre environnement de travail, votre gestion du temps et vos habitudes quotidiennes peuvent influencer ce comportement. Travailler dans un environnement bruyant, avec des appareils distrayants, des objectifs flous, peut nourrir la procrastination. Par conséquent, le processus de sensibilisation doit inclure à la fois des facteurs internes et externes. À la fin de tous ces processus, le point à atteindre est la clarté. La clarté mentale se forme par la compréhension des tâches ainsi que des raisons de les accomplir. À mesure que la clarté augmente, l'incertitude diminue. À mesure que l'incertitude diminue, l'anxiété diminue. Lorsque l'anxiété diminue, il devient plus facile de passer à l'action. La pleine conscience et l'analyse mettent de l'ordre dans le chaos mental. Cet ordre constitue la base du changement de comportement. En conclusion, la prise de conscience et l'analyse ne sont pas seulement un travail d'introspection, mais aussi une cartographie du comportement. Quand vous savez quand, comment et pourquoi vous procrastinez, il est possible de transformer ce comportement. Parce que les comportements deviennent contrôlables lorsqu'ils sont consciemment remarqués. Tout ce qui n'est pas remarqué reste une habitude. Tout ce qui est remarqué a un potentiel de changement. Notre esprit est le centre de nos comportements. Comment nous pensons détermine comment nous ressentons. Comment nous ressentons détermine comment nous agissons. C'est pourquoi, si nous voulons changer un comportement, nous devons transformer non seulement les habitudes, mais aussi la structure mentale qui le soutient. L'habitude de procrastiner n'est pas non plus indépendante de cette règle. Tant que les schémas de pensée qui alimentent la procrastination ne changent pas, le comportement peut temporairement changer en surface, mais il revient à son état précédent après un certain temps. Le changement permanent est possible grâce à une transformation mentale. La structure mentale est un ensemble d'habitudes de pensée qui se forment au fil des ans. Cette structure se façonne par les croyances héritées de l'enfance, les expériences vécues, les influences environnementales et les dialogues intérieurs répétitifs. Lorsqu'une personne pense de la même manière à plusieurs reprises sur un sujet donné, cette pensée devient automatique. L'esprit ne remet plus en question. Il accepte cette pensée comme une réalité. Dans l'habitude de procrastiner, un processus similaire se déroule. L'esprit a étiqueté certaines tâches comme difficiles, ennuyeuses, dangereuses ou épuisantes. Cet étiquetage déclenche la même pensée et le même sentiment chaque fois qu'il est rencontré. La personne l'aura même rejeté mentalement avant de commencer la tâche. Changer la structure mentale commence par reconnaître ces schémas de pensée automatisés et les remplacer par des schémas plus fonctionnels. Pour cela, il faut d'abord se poser la question suivante. Quelle pensée m'empêche d'agir? Bien que cette question semble très simple, elle nécessite une introspection assez profonde, parce que l'esprit utilise ses pensées comme un bouclier. Par exemple, la pensée « je n'ai pas le temps » peut non seulement être une excuse, mais aussi un mécanisme de protection. Derrière cette pensée, il y a peut-être une croyance plus profonde comme « j'ai peur de ne pas réussir ». La première étape du processus de transformation mentale consiste à faire émerger ces croyances intérieures. Ces croyances sont souvent cachées dans l'inconscient. Des pensées telles que « si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine »,« je ne sais pas par où commencer »,« je me sens fatigué, je le ferai plus tard »,« je ne peux pas être productif aujourd'hui » sont des manifestations extérieures de ces croyances. Sous ces phrases se cachent souvent des croyances plus fondamentales, telles que le sentiment de ne pas être assez bon, la peur de faire des erreurs ou la dépendance à l'approbation des autres. La deuxième étape pour transformer la structure mentale est de remettre en question ces croyances. L'esprit a tendance à considérer chaque pensée comme vraie. Cependant, toutes les pensées ne sont pas vraies. Prenons l'idée « je n'ai pas assez de temps ».
Sur quoi repose cette pensée? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de temps ou est-ce l'incapacité de planifier le temps qui crée ce sentiment? Ce processus d'interrogation augmente la conscience mentale. Au lieu de s'identifier aux pensées, la capacité de les observer se développe. Ainsi, l'habitude de croire chaque phrase produite par l'esprit diminue. La prochaine étape consiste à développer des alternatives plus fonctionnelles à des pensées non fonctionnelles. Au lieu de la pensée « je ne suis pas assez bon », la phrase « je n'ai pas besoin d'être parfait »,« je peux simplement commencer » est plus constructive. L'esprit peut avoir du mal à accepter cette nouvelle pensée au début, parce que le schéma auquel il est habitué est différent. Cependant, à mesure que la nouvelle pensée est répétée et soutenue par l'expérience, l'esprit s'habitue à cette structure. Le changement de l'esprit nécessite de la patience et de la répétition. Une autre méthode efficace utilisée dans ce processus est la restructuration du dialogue intérieur. Le dialogue intérieur exprime le dialogue que l'esprit a avec lui-même. Chaque jour, des milliers de pensées traversent notre esprit et ces pensées portent souvent des jugements sur nous-mêmes. Si cette conversation intérieure est critique, jugeante ou désespérée, le comportement de procrastination s'intensifie. Cependant, lorsque le dialogue intérieur est soutenant, compréhensif et axé sur les solutions, il devient plus facile de passer à l'action. Dire « aujourd'hui, un petit pas me suffit » au lieu de « je ne vais encore pas réussir » déclenche une transformation mentale. Reconfigurer l'esprit implique également de changer le point de focalisation de l'attention. L'esprit procrastinateur pense généralement à la tâche dans son ensemble. Cela rend la tâche plus intimidante. Cependant, lorsque l'attention est dirigée uniquement vers la première étape, la tâche devient plus réalisable. La pensée « je dois travailler pendant 1 heure » peut sembler épuisante, tandis que la pensée « je commence par 5 minutes » peut être plus motivante. Cette petite différence réduit les obstacles mentaux. Pour changer la structure de l'esprit, les expériences pratiques sont également importantes. Les travaux de sensibilisation menés uniquement au niveau intellectuel ne suffisent pas. Les nouvelles pensées doivent être soutenues par des actions. Autrement dit, lorsqu'une personne adopte une nouvelle pensée, elle doit la renforcer en passant à l'action. Quelqu'un qui répète la phrase « je ne dois pas être parfait » doit également commencer une tâche, même petite. Ce comportement envoie un nouveau message à l'esprit. Même si je fais une erreur, je peux commencer. Cette expérience réduit le pouvoir des anciens schémas. Le processus de transformation mentale peut parfois rencontrer de la résistance. L'esprit peut ne pas vouloir abandonner les anciennes structures car elles sont familières et sûres. À ce stade, il faut être patient. Le changement d'esprit n'est pas comme appuyer sur un bouton, c'est un processus. Il peut y avoir des fluctuations dans ce processus. Certains jours, on peut être plus motivé, d'autres jours, moins. Cependant, ces hauts et bas sont naturels. L'important est de continuer. Chaque répétition crée un nouveau chemin dans l'esprit. Transformer la structure mentale implique également de changer la perception des objectifs. L'esprit peut percevoir les grands objectifs comme une menace, parce que les grands objectifs impliquent plus de responsabilités, plus de risques et plus d'incertitudes. C'est pourquoi les objectifs doivent être divisés en petites étapes. L'esprit accepte plus facilement ces petites étapes. Chaque étape complétée augmente le sentiment de confiance. À mesure que la confiance augmente, la résistance mentale diminue. Interpréter les erreurs commises lors du processus de transformation de manière différente fait également partie du changement mental. Les personnes procrastinatrices ont généralement peur de faire des erreurs, parce que l'erreur est perçue comme une insuffisance. Cependant, l'erreur est une partie naturelle du processus d'apprentissage. Aborder les erreurs comme un retour d'information plutôt que comme un échec augmente la flexibilité de l'esprit. Cette flexibilité est un outil puissant pour briser l'habitude de la procrastination. Changer la structure mentale nécessite également de changer la perception du temps. Au cœur du comportement de procrastination se trouve une perception déformée du temps. Croire qu'il y aura un moment plus approprié à l'avenir dévalorise le présent. Cependant, la vérité est la suivante.
le vous du futur ne sera pas différent du vous d'aujourd'hui. Il n'y a aucune garantie que vous ferez demain ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Le fait que l'esprit acquiert cette prise de conscience renforce la capacité à apprécier le moment présent. La transformation mentale est également liée à la construction d'une nouvelle identité. Les individus procrastinateurs se définissent souvent de cette manière. Des phrases comme « je suis paresseux »,« je suis désordonné »,« je procrastine tout le temps » deviennent une identité. Cependant, ces identités peuvent changer. Pour créer une nouvelle identité, une personne doit se définir différemment. Des phrases comme « je suis quelqu'un qui suit les choses que je commence »,« je fais des efforts pour devenir quelqu'un de planifié »,« je prends conscience de mes responsabilités », créent une nouvelle structure mentale. Cette nouvelle structure jette les bases de nouveaux comportements. En conclusion, changer la structure mentale est un processus qui commence par la prise de conscience, se approfondit par l'interrogation et se renforce par l'expérience. Dans ce processus, les anciens schémas de pensée sont reconnus, leur fonctionnalité s'est remise en question et ils sont remplacés par de nouveaux schémas. La conversation intérieure est transformée, les objectifs sont simplifiés et les erreurs sont considérées comme des opportunités d'apprentissage. À mesure que l'esprit change, le comportement change aussi, parce que le comportement est le reflet de l'esprit. Pour une transformation durable, il est nécessaire de reconstruire la base mentale. Il y a autant un aspect mental qu'un aspect pratique à surmonter l'habitude de procrastiner. Changer la structure mentale est fondamental dans ce processus. Cependant, pour rendre ce changement permanent, il est nécessaire d'avoir des stratégies applicables dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la prise de conscience établie au niveau de la pensée doit être soutenue par des actions concrètes. Dans cette section, il y aura des méthodes efficaces et simples que tout le monde peut utiliser pour transformer l'habitude de procrastination. La première stratégie consiste à diviser les tâches en petites parties. L'esprit perçoit les grandes tâches comme une menace. Penser à une tâche de A à Z la rend plus grande à nos yeux. Cependant, lorsque vous divisez cette tâche en petites et gérables parties, la résistance mentale diminue. Par exemple, écrire une thèse semble être une tâche très grande. Mais lorsque cette tâche est divisée en étapes telles que définir le sujet, rechercher des sources, rédiger l'introduction, elle devient plus réalisable. Chaque petite étape accomplie génère un sentiment de réussite, et ce sentiment augmente la motivation. La deuxième stratégie consiste à se concentrer sur le début. L'esprit résiste souvent à l'achèvement plutôt qu'au commencement. Par conséquent, déplacez votre point de focus de l'objectif vers la première étape. Au lieu de penser « je dois finir tout le devoir », pensez « je vais juste écrire le premier paragraphe ». Une méthode de cette approche est la règle des 2 minutes. Décidez de faire une tâche que vous avez du mal à accomplir pendant seulement 2 minutes. Comme cette période semble très courte, il n'y a pas de résistance mentale. Généralement, cette action de 2 minutes dure plus longtemps, car la partie la plus difficile est de commencer. Une autre pratique efficace consiste à créer des blocs de temps. Gérer la journée de manière aléatoire conduit à reporter les tâches. Cependant, diviser le temps en blocs prédéfinis clarifie les tâches. Par exemple, travailler sur un seul sujet entre 10h et 11h du matin. Cette méthode peut également être soutenue par la technique Pomodoro. Dans la technique Pomodoro, on se concentre sur une seule tâche pendant 25 minutes, puis on prend une courte pause de 5 minutes. Ce cycle, après avoir été répété plusieurs fois, est suivi d'une pause plus longue. Cette structure facilite la concentration et établit des limites claires entre les tâches. Une autre stratégie consiste en des régulations environnementales. Le comportement de procrastination ne provient pas seulement de causes internes. Les facteurs environnementaux peuvent également déclencher cette habitude. La réduction des éléments distrayants est importante à ce stade. Mettre le téléphone en mode silencieux, désactiver les notifications des réseaux sociaux, simplifier l'espace de travail sont des changements simples qui augmentent la concentration. En même temps, l'espace de travail doit être associé uniquement aux tâches. Travailler au lit ou sur le canapé peut amener l'esprit à passer en mode détente. Cependant, un bureau ou un espace spécifique sert de signal pour l'esprit.
La clarification des objectifs est un autre élément important qui réduit le comportement de procrastination. L'incertitude crée de la confusion mentale. Une tâche floue est plus sujette à être reportée. C'est pourquoi les objectifs doivent être aussi clairs, mesurables et atteignables que possible. Au lieu de fixer des objectifs vagues comme « aujourd'hui je vais travailler », il faut établir des objectifs précis comme « aujourd'hui à 14 heures, je vais préparer une présentation pendant 45 minutes ». Cette clarté organise la relation que l'esprit établit avec la tâche. Une autre stratégie consiste à créer des systèmes de suivi. Voir la liste des tâches à accomplir offre une structure concrète à l'esprit. Cette liste peut être organisée quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Lorsque les parties de la liste sont marquées comme complètes, le sentiment de réussite se renforce. La répétition de ce sentiment facilite l'ancrage de nouveaux comportements. En même temps, ce système aide également la personne à suivre ses progrès. Voir où l'on veut arriver et où l'on en est actuellement maintient la motivation vivante. Se récompenser soi-même est également une méthode efficace de renforcement du comportement. L'esprit humain est motivé par la récompense. Cette récompense n'a pas besoin d'être grande. De simples récompenses, comme une petite pause, une chanson préférée ou une boisson chaude soutiennent même le comportement. Cependant, il est important de noter que la récompense ne doit être donnée que lorsque la tâche est accomplie. Sinon, la récompense peut devenir un moyen d'évasion de la tâche. Une autre stratégie importante est de créer une chaîne d'habitudes. Pour ancrer un nouveau comportement, il est efficace de l'ajouter à une habitude déjà existante. Par exemple, on peut créer l'habitude de faire une planification de 10 minutes après avoir bu son café chaque matin. Cette structure d'abord ceci, ensuite cela, procure une automatisation mentale. Lorsque les habitudes sont liées en chaîne, il n'y a plus de place pour le comportement de procrastination. Réduire la fatigue décisionnelle est une autre méthode efficace pour prévenir la procrastination. Prendre trop de décisions au cours de la journée épuise l'énergie mentale. Par conséquent, vous pouvez réduire le nombre de décisions en planifiant vos tâches quotidiennes à l'avance. Au lieu de décider le matin de ce qu'il faut faire, il est plus fonctionnel de décider la veille. Cette méthode dirige directement l'énergie mentale vers l'application le matin. Créer des mécanismes de soutien social augmente à la fois la motivation et renforce le sentiment de responsabilité. Lorsque vous confiez une tâche à quelqu'un d'autre ou que vous travaillez ensemble, vos chances de réaliser cette tâche augmentent. Parce qu'un sentiment de responsabilité externe se crée. C'est pourquoi former des groupes de travail, partager des objectifs avec un ami ou travailler ensemble à des moments précis réduit la procrastination. Pour certaines personnes, la responsabilité est un puissant moteur. Faire preuve de compassion envers soi-même est également une pratique importante dans la lutte contre la procrastination. Une voix intérieure qui critique et juge constamment rend le changement difficile, parce qu'un individu sous pression mentale se retire davantage au lieu de passer à l'action. Cependant, une voix intérieure bienveillante laisse de la place aux erreurs. Dire « aujourd'hui j'ai eu du mal mais j'ai quand même fait un pas » soutient la motivation. La compassion augmente la flexibilité mentale et crée un environnement de changement durable. L'habitude de l'évaluation quotidienne aide à observer et à réguler les comportements. À la fin de la journée, il peut être utile de répondre à ces 3 questions. Qu'ai-je accompli aujourd'hui ? Où ai-je rencontré des difficultés ? Que puis-je faire différemment demain ? Ces questions augmentent la conscience et rendent les progrès visibles. Lorsqu'une personne suit son propre processus, elle remarque que de petites améliorations s'accumulent. Cette prise de conscience renforce la confiance dans le processus de changement. Une autre stratégie consiste à restructurer la perception du temps. Les personnes procrastinatrices croient généralement qu'il y aura un moment plus approprié à l'avenir. Cependant, cela ne se produit souvent pas. C'est pourquoi il est nécessaire de concrétiser la valeur du temps. Pour cela, des exercices de sensibilisation au temps peuvent être réalisés. Par exemple, enregistrer combien de temps vous passez sur chaque activité pendant une journée vous permet de voir comment le temps s'écoule. Cette analyse met en évidence les dépenses inutiles et encourage une utilisation plus consciente du temps. Enfin, la capacité de pensée proactive doit être développée. Les individus proactifs anticipent les problèmes et trouvent des solutions.
Cela réduit également le comportement de procrastination. Par exemple, il pourrait être difficile de commencer cette tâche demain car j'ai une réunion. C'est pourquoi quelqu'un qui pense « je devrais me préparer aujourd'hui » s'organise mieux. La pensée proactive permet d'agir en avance sur le temps. Être mentalement préparé ne laisse aucune place à la procrastination. Toutes ces stratégies constituent une base concrète pour transformer l'habitude de procrastiner. La méthode efficace peut varier d'un individu à l'autre. L'important est de créer un système personnel en essayant ces méthodes. Être systématique est nécessaire pour un changement de comportement durable, parce que les habitudes ne changent que par des pratiques continues et régulières. Modifier un comportement nécessite un effort temporaire, tandis que le transformer en habitude demande une pratique continue. L'habitude est la version automatisée d'un comportement par répétition. Nous ne faisons pas d'efforts pour nous brosser les dents ou verrouiller la porte chaque jour, parce que ces comportements sont devenus des actions automatiques que nous effectuons sans réfléchir. Le même processus s'applique également à la transformation de l'habitude de procrastiner. Le changement de comportement ne devient durable qu'avec de nouvelles habitudes fonctionnelles. La première étape pour créer une habitude est de commencer avec une intention claire. L'intention est une orientation mentale. Au lieu d'une phrase générale comme « je ne veux plus procrastiner », il faut définir une intention plus claire et précise. Par exemple, une intention formulée comme « je vais faire une planification de 20 minutes tous les jours à 09h » donne une direction concrète au comportement, parce que des intentions vagues entraînent des résultats vagues. La deuxième étape consiste à commencer par une seule habitude. Le changement d'esprit se fait progressivement. Essayer de changer plusieurs habitudes en même temps augmente la charge mentale et diminue la motivation. C'est pourquoi, au début, il est plus efficace de viser un seul comportement. Par exemple, faire 10 minutes de planification silencieuse le matin après le réveil. Une fois que cette habitude est établie, une autre habitude peut être ajoutée. Cette stratégie est connue sous le nom de « règle d'une habitude ». Pour qu'une habitude soit durable, elle doit être répétable et applicable. Concevoir une habitude vaste et difficile brise la motivation. Au lieu de cela, l'habitude doit être petite et simple. Par exemple, au lieu de dire « je vais étudier 3 heures par jour », dites « je vais lire un livre pendant 15 minutes chaque matin ». Les petites habitudes grandissent avec le temps et se développent naturellement. L'esprit montre moins de résistance aux petites étapes. Cela facilite également la permanence de l'habitude. Un autre élément important est de déterminer le déclencheur. Dans la formation des habitudes, un certain signal déclencheur initie le comportement. Ce signal peut être une période de temps, un environnement, un objet ou un autre comportement. Par exemple, une habitude de planification peut être déclenchée après avoir bu du café le matin. Le déclencheur ici est de boire du café. Lorsque l'esprit perçoit un comportement comme la continuation d'un autre, la nouvelle habitude s'installe plus facilement. Cette méthode est appelée « ancrage des habitudes ». Une autre méthode utilisée pour créer des habitudes est le suivi des habitudes. Voir les progrès est une source de motivation puissante pour maintenir le comportement. En utilisant un simple calendrier ou un carnet, les habitudes quotidiennes peuvent être marquées. Cette méthode fournit à la fois un retour visuel et donne l'impression que le processus se concrétise. En même temps, lorsque vous maintenez l'habitude pendant plusieurs jours consécutifs, vous faites plus d'efforts pour ne pas briser cette chaîne. Cet effet psychologique soutient la durabilité. Pour qu'une nouvelle habitude se forme, il faut du temps et de la patience. L'ancrage des habitudes dans le cerveau prend un certain temps. Bien que cette période varie d'une personne à l'autre, on pense qu'elle se situe en moyenne entre 21 et 66 jours. Cependant, ce qui est important ici, ce n'est pas le temps, mais le nombre de répétitions. Donc, plus vous effectuez un comportement de manière fréquente et régulière, plus il se transforme rapidement en habitude. Il peut y avoir des interruptions de temps en temps. L'important est de remarquer ces interruptions et de continuer. Ce n'est pas d'être parfait, mais d'être constant qui doit être l'objectif. L'un des plus grands obstacles rencontrés lors de la formation d'une habitude est la peur de l'échec. Nous pouvons maintenir une nouvelle habitude pendant quelques jours, mais ensuite, si nous manquons un jour, nous nous sentons comme des échecs.
Ce sentiment conduit souvent la personne à abandonner complètement le processus. Cependant, le processus de formation d'une habitude est semé d'embûches. Un jour de retard ne met pas fin au processus. Être indulgent envers soi-même et pouvoir dire « je peux recommencer » fait partie de ce processus. L'important est de transformer l'habitude en une identité. La phrase « je suis quelqu'un qui fait des plans le matin » est une identité. Pour préserver cette identité, l'habitude est maintenue. Utiliser un système de récompense pour établir une habitude est également efficace. Chaque répétition, renforcée par une petite récompense, envoie un message positif au cerveau. La récompense peut être une phrase de reconnaissance, une pause, une boisson appréciée ou un petit geste. Ce qui est important, c'est que la récompense vienne immédiatement après. Cela renforce le cycle des habitudes. Ce cycle formé par le déclencheur, le comportement et la récompense est la structure fondamentale de la formation des habitudes. Dans certains cas, les habitudes peuvent être soutenues par des facteurs externes. À ce stade, le soutien social des habitudes entre en jeu. Travailler avec quelqu'un qui souhaite acquérir la même habitude facilite le processus. Par exemple, lire un livre ensemble, faire des plans ou partager une évaluation de la journée. Le soutien social augmente à la fois le sentiment de responsabilité et vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. De plus, le partage d'expériences liées aux habitudes vous aide à générer de nouvelles idées et solutions. Lors de la formation d'une habitude, il est également important de reconnaître les habitudes négatives. Parce que certains comportements empêchent l'établissement de nouvelles habitudes. Par exemple, passer beaucoup de temps devant un écran avant de se coucher rend difficile l'habitude de se lever tôt le matin. C'est pourquoi, lors de la formation d'une nouvelle habitude, il est nécessaire de réévaluer également les anciennes habitudes. Lorsque les habitudes nuisibles sont progressivement réduites, de la place est faite pour de nouvelles. Pour que les nouvelles habitudes soient durables, il faut établir un lien émotionnel. L'esprit ne fonctionne pas seulement avec la logique. Pour maintenir un comportement, il est nécessaire de comprendre pourquoi il est important. La question « qu'est-ce que cette habitude va m'apporter ?» doit être posée fréquemment. Par exemple, lorsque vous réalisez que l'habitude de se lever tôt le matin est importante non seulement pour la discipline, mais aussi pour passer du temps seul avec soi-même, votre désir de cette action augmente. Ce désir rend l'habitude durable. La flexibilité est un autre élément important pour établir une habitude. Il se peut que faire la même chose à la même heure chaque jour ne soit pas possible. Le cours de la vie peut changer. C'est pourquoi il est nécessaire de fixer les habitudes dans un certain cadre, mais de les adapter si nécessaire. Par exemple, si vous ne pouvez pas planifier à 07h chaque matin, vous pouvez créer une fenêtre de 10 minutes dans la journée pour maintenir la même habitude. Les systèmes flexibles ont une durée de vie plus longue que les règles strictes. Lors de la formation d'une habitude, la motivation intrinsèque joue un rôle clé. Les récompenses externes peuvent être suffisantes au début, mais la motivation durable à long terme vient de l'intérieur de la personne. C'est pourquoi les habitudes doivent être en accord avec vos propres valeurs, et non avec les attentes des autres. Les comportements adoptés uniquement pour obtenir l'approbation extérieure ne sont pas durables. Cependant, les habitudes qui ont une signification personnelle forment une base plus solide. Enfin, il faut être patient dans la construction des habitudes. Le changement d'esprit prend du temps. Pour rendre un comportement automatique, il faut essayer encore et encore. Dans ce processus, il peut y avoir des erreurs, des obstacles et des retours en arrière. Cependant, lorsque vous acceptez qu'ils font partie de ce processus, le changement devient plus naturel. La patience est le fondement de la construction des habitudes. Les habitudes déterminent notre identité. Chaque nouvelle habitude construit un nouveau soi. Lorsque vous répétez constamment un comportement, ce comportement vous définit. C'est pourquoi créer une habitude ne change pas seulement votre routine quotidienne, mais aussi votre perception de la vie. Abandonner l'habitude de procrastiner n'est pas seulement un changement de comportement, c'est établir un nouveau mode de vie. Ce mode de vie se construit pas à pas. Chaque répétition est une brique de cette structure. La procrastination n'est pas seulement liée au temps ou à la discipline.
Il y a une autre dimension plus profonde, souvent inaperçue. Les émotions. L'une des forces les plus puissantes qui dirigent le comportement humain est les émotions. Et la plupart du temps, ce qui est se reporter n'est en réalité pas une tâche, mais l'émotion que cette tâche déclenche. C'est pourquoi, pour transformer de manière permanente l'habitude de procrastiner, il est nécessaire de comprendre et de gérer également les processus émotionnels. Les tâches difficiles sont généralement associées à des émotions négatives dans l'esprit. Des émotions telles que la peur, l'anxiété, le sentiment d'inadéquation, la peur de l'échec, la honte ou la culpabilité rendant difficile l'approche de la tâche. Au lieu de faire face à ces émotions, l'esprit préfère s'éloigner de la tâche. Parce qu'à court terme, cet évitement procure un soulagement. Cependant, à long terme, ce soulagement cède la place à des émotions plus intenses telles que la culpabilité et le regret. À mesure que ce cycle se poursuit, la personne ne peut ni accomplir ses tâches, ni se sentir émotionnellement épanouie. La régulation émotionnelle est nécessaire pour briser ce cycle. La régulation émotionnelle signifie que la personne prend conscience de ses propres émotions, les comprend et les gère. Lorsque cette compétence est développée, vous prenez le contrôle des émotions contraignantes. Les sentiments négatifs liés à la tâche sont remarqués, mais ces sentiments ne vous contrôlent pas. Ainsi, l'esprit peut agir pour une satisfaction à long terme plutôt que pour un soulagement à court terme. La première étape de la régulation émotionnelle n'est pas de réprimer les émotions, mais de les reconnaître. La question « que ressens-je en ce moment ?» est un très bon point de départ. Elle arrête le chaos mental et dirige l'attention vers l'intérieur. Donner un nom aux émotions les rend plus gérables. Par exemple, lorsque vous dites « je suis anxieux en ce moment parce que j'ai peur de faire une erreur », cette anxiété cesse d'être une menace et devient une expérience intérieure. Cette prise de conscience réduit le pouvoir émotionnel qui détermine vos comportements. La deuxième étape consiste à observer les émotions avant de réagir. Lorsque vous ressentez une émotion négative, il est important de ne pas fuir ou de réprimer immédiatement, mais simplement d'accepter la présence de cette émotion. Dire « je suis actuellement dans cette émotion », mais je sais que cette émotion est temporaire, augmente la résilience mentale. Parce qu'aucune émotion n'est permanente. Les émotions passent comme le temps. Apprendre à les observer sans s'y attacher permet de contrôler les réactions émotionnelles qui déclenchent le comportement de procrastination. Une autre façon de gérer les émotions est de se connecter avec le corps. Le stress mental se manifeste souvent dans le corps. Les palpitations cardiaques, l'accélération de la respiration et la tension musculaire sont des manifestations physiques des émotions. Remarquer ces symptômes vous permet de comprendre plus clairement l'existence des émotions. Prendre de grandes respirations, faire de courtes promenades, pratiquer des exercices de pleine conscience corporelle est donc bénéfique. À mesure que le corps se détend, l'esprit se relaxe également. La régulation émotionnelle implique également la restructuration du dialogue intérieur. Comment vous vous parlez à vous-même affecte directement vos sentiments. Une voix intérieure dure, jugeante et punitive renforce les émotions négatives. Cependant, un dialogue intérieur compréhensif, soutenant et bienveillant préserve l'équilibre émotionnel. Au lieu de dire « Pourquoi n'y arrives-tu pas ?», une approche comme « Il peut y avoir des moments difficiles, mais c'est une situation temporaire » adoucit le processus. Une autre méthode que vous pouvez utiliser pour faire face aux émotions est l'écriture. Écrire vos sentiments sur papier réduit la charge mentale. Ces écrits ne sont pas faits pour l'analyse, mais pour la détente. Écrire simplement ce qui vient de l'intérieur sans juger ni essayer de corriger permet une libération émotionnelle. Cet exercice apaise l'esprit et facilite la concentration à nouveau. Parfois, la source des émotions peut être des expériences passées. Un échec, une humiliation ou une exclusion vécue dans le passé peuvent déclencher les mêmes émotions dans des tâches similaires rencontrées aujourd'hui. Dans ce cas, l'intensité de l'émotion est liée à l'expérience passée, et non à la tâche actuelle. Dans de tels moments, rappelez-vous que vous devez distinguer le passé du présent. Ce n'est pas ce jour-là. C'est un autre moment.
Et aujourd'hui, dire « je peux agir différemment » ramène l'esprit au présent. La chose la plus importante à retenir dans le processus de régulation émotionnelle est que chaque émotion est temporaire. L'apparition d'une émotion ne signifie pas qu'elle durera pour toujours. La fatigue, l'anxiété ou le manque d'envie que vous ressentez à ce moment-là ne sont pas permanents. C'est pourquoi, lorsque les émotions surviennent, il ne faut pas les réprimer, mais attendre qu'elles passent. Cette attente elle-même est une compétence émotionnelle. Se placer dans la position d'observateur du centre de l'émotion vous libère de l'emprise de celle-ci. Enfin, établir une relation saine avec les émotions ne fait pas seulement reculer la procrastination, mais améliore également la qualité de vie en général. Au lieu de lutter contre les émotions, apprendre à les comprendre et à les gérer renforce la résilience émotionnelle. Cette résilience permet d'avancer plutôt que de reculer face aux difficultés, et chaque progrès renforce la confiance intérieure. À la fin de tous ces processus, nous en arrivons à ce point. L'habitude de procrastiner n'est pas seulement un problème de gestion du temps, mais aussi un processus de gestion des émotions. Les émotions sont comprises, les pensées sont restructurées, les comportements sont répétés et, avec le temps, un nouveau mode de vie est construit. Ce processus n'est pas linéaire, c'est un voyage ondulant. Parfois on avance, parfois on s'arrête, parfois on recule, mais finalement, le progrès est inévitable. Chaque nouvelle habitude, chaque émotion remarquée, chaque tâche accomplie sans procrastination est un pas. Et à mesure que ces étapes s'accumulent, un soi plus solide se forme. Tant que vous restez honnête, gentil et déterminé envers vous-même, ce voyage vous mènera à une vie plus satisfaisante, productive et significative. Procrastiner est une habitude, mais les habitudes peuvent changer. Et le changement commence par la prise de conscience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez déjà remarqué. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est commencer à appliquer ce que vous avez appris par petites étapes. Les grandes transformations commencent par de petites étapes. Ces étapes vous mèneront vers une version de vous-même plus claire, plus confiante et plus productive. N'oubliez pas, le contrôle de ce processus est entre vos mains.